Vous étiez très copain avec Estrosi. Il arrivait même pas à dire votre nom, etc. Comment vous savez? On a l'impression que vous êtes hyper froid, pas accessible. Les gens qui vous regardent disent souvent c'est tout le temps l'immigration. Candidat à la mairie de Nice. Très dur et très violent. Comment vos filles, elles vivent tout ça? Et l'école aujourd'hui joue moins son rôle qu'avant. Vous préférez un like de Marion Maréchal Le Pen ou un retweet de Cyril Hanouna? La situation de ma mère, son dossier médical volé, Marine Le Pen. Est-ce que c'est une affaire d'une extrême gravité? Une enquête en cours contre vous pour une place de parking. Je trouve que c'est une très grave dérive démocratique. Ok, ça tac. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Éric Ciotti, député de la première circonscription des Alpes-Maritimes. Éric Ciotti est l'une des figures les plus clivantes de la politique française, mais au-delà des discours, qui est vraiment l'homme derrière le politique? Quel est son quotidien? Quelles sont ses ambitions? Quel est son lien avec la ville de Nice? Pendant 24 heures, j'ai suivi Éric Ciotti dans les coulisses du pouvoir, mais aussi dans sa vie la plus intime. Réactionnaire assumé ou visionnaire incompris, vous allez découvrir une facette d'Éric Ciotti que vous n'avez jamais vue. On y va. Les amis, j'arrive au QG à la permanence d'Éric Ciotti. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'on ne peut pas le rater. Voilà. Et on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça va? Comment ça va? Bien. Et vous? On est dans votre QG. Absolument, ma permanence. Il y a du monde là. Beaucoup. On a des Toujours. supporters. J'ai rencontré Patricia tout à l'heure. Magali Berda. Bonjour, enchantée. Là, tous les militants viennent ici, travaillent, mettent sous pli, préparent les courriers, accueillent le public, font des adhésions. Et Jackie qui tient la permanence. C'est vous qui recevez les gens quand ils veulent... Je ne suis pas toute seule. Hein. D'accord. 4, 5. Vous avez combien de personnes avec vous là à temps plein? Enfin, à temps plein, c'est des bénévoles, hein, on est d'accord? Ah oui, là, ce sont tous des bénévoles. Hein. Combien de bénévoles vous avez qui vous aident comme ça? Oh, il y en a plusieurs centaines. Waouh. Entre ceux qui viennent à la permanence, ceux qui oui. militent, ceux qui tractent. Bonjour à tous, Bonjour. on s'est déjà vu. Voilà. On est dans la classe là. Voilà. Et là, il y a les jeunes qui ce soir ils organisent une soirée, c'est ça? lancent une nouvelle structure, les jeunes avec Ciotti. Comment ça t'a pris Pourquoi Éric Ciotti? Je venais d'Ardèche, de Drôme-Ardèche, je suis arrivé à Nice et Éric Ciotti était le principal et le seul vrai représentant de la droite ici à Nice. Et donc ça a été naturellement l'arrivée. Donc après j'ai continué, dès l'UDR j'ai continué et j'ai toujours été derrière lui depuis que je suis là. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, Éric Ciotti? Les convictions. C'est pas mal convictions déjà. Pour Nice, pour la France. Donc voilà. Et tous les jours, je pense qu'il se bat, donc on le suit et on ira au plus haut avec lui. C'est pas dur aujourd'hui pour la jeunesse française d'être militant? À droite, plus qu'à gauche en tout cas. Pourquoi? Ouais. On est perçu différemment dans le champ politique, ce que la gauche on ne le reproche pas, nous on nous le reproche. Des idées qui sont pas forcément celles qu'on aurait dans un cadre, dans une grille bien précise. Nous on a nos idées et on les défend, mais malheureusement il y en a certains qui nous empêchent de les propager. Donc voilà, c'est pas les mêmes. Tu me disais tout à l'heure que vous étiez même victime des fois d'agressions parce que vous êtes de droite dans les écoles, etc. Bien sûr, à la faculté, notamment à l'université. Nous, à l'université, que ce soit à l'université Côte d'Azur ou de partout, on l'a vu dernièrement avec le professeur qui a eu une altercation, mais que ce soit à Rennes, que ce soit à Paris, il y a énormément de rixes. Je sais qu'à Grenoble, on a eu un étudiant qui a fini quand même à l'hôpital, un militant de l'Uni. Ça vous fait quoi d'entendre ça quand des jeunes sont prêts à défier tous les dangers quelque part pour vous? C'est une espérance parce que la jeunesse est une espérance. Alors ceux qui sont légèrement moins jeunes portent aussi une espérance et une expérience. Mais c'est vrai que on travaille quelque part pour la jeunesse, on travaille pour l'avenir du pays et ils arrivent sur le marché du travail avec beaucoup d'inquiétudes, dans un pays qui ne va pas bien, dans un pays qui est victime du wokisme, dans des écoles, on voit la dérive de Sciences Po. Je suis diplômé de Sciences Po, c'est terrifiant de voir mon ancienne école sombrer dans le wokisme, dans l'islamisme,
avec une intolérance totale. Et être jeune, c'est d'abord porter une espérance. Être militant, c'est aussi partager des convictions. Et c'est beau que des jeunes se battent pour des idées. Hein. Et c'est vrai, comme le dit Flavio, c'est difficile d'être un militant jeune de droite. Parce qu'il y a une telle intolérance, une telle violence, notamment de la part de l'extrême gauche, qui interdit de ne pas penser comme eux, quoi. Voilà, c'est des petits dictateurs en petits talons, quoi, hein. C'est ça, l'extrême gauche aujourd'hui, hein. C'est des apprentis dictateurs, quoi, voilà, et qui sont fermés, et donc se battre pour des idées, et des idées de droite, c'est remarquable. Merci beaucoup. Merci. Ce que j'ai appris à travers mes vidéos, c'est que les députés sont vraiment à l'Assemblée nationale le mardi et le mercredi, et le reste du temps, ils sont vachement sur le terrain. Chacun va dans sa circonscription, rencontrer les gens, leur parler, s'occuper de situations parfois compliquées. Et là, on va rejoindre Éric Ciotti au CHU de Nice, dans le service psychiatrique. On va aller rencontrer le professeur qui s'occupe de ce service. Les maladies invisibles sont parfois très compliquées à combattre. Je suis très honorée d'avoir eu les autorisations pour suivre le député dans ce moment-là, parce que les maladies invisibles sont très importantes pour moi, comme vous le savez, par rapport à mon cyberharcèlement et à ce que j'ai vécu pendant 2 ans. Les gens ne se rendent pas compte de la souffrance qu'il y a à l'intérieur de nous. Sur votre droite. Généralement, à partir de 18 ans, cette période de transition qui est une période charnière, qui est de plus en plus compliquée. On la repère davantage, elle est compliquée. Il est fixé, il n'y a pas de approche. On a une spécialité quand même qui est un petit peu mise à l'écart, généralement. Parce qu'elle est invisible, cette souffrance. Tout à fait. Et même, vous voyez, dans les locaux du CHU, on est tout au fond. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'on est un petit peu oublié. Donc on n'a pas beaucoup de visite. On peut s'aimer ou ne pas s'aimer, mais on se connaît. Tout le monde se connaît. Et tout le monde se connaît. Et en cas de coup dur, tout le monde peut agir. En ville, il y a beaucoup d'isolement. L'isolement est en ville, c'est très important et on voit beaucoup de personnes souffrir de ça. Et sur les personnes âgées notamment. Énormément. Beaucoup. Il y a une augmentation aussi des violences psychologiques qui sont complètement invisibles. Ces jeunes qui sont aujourd'hui harcelés sur les réseaux sociaux, etc. Vous voyez une augmentation de cette souffrance. Les réseaux l'ont beaucoup développé, ça. Oui, c'est ça. Les réseaux pour voir parfois le meilleur, beaucoup le pire. Bien sûr. Beaucoup le pire. Beaucoup le pire, des comportements d'imitation, de provocation, de gloire retirée, qu'on a tapé quelqu'un, on va filmer, on va faire sa gloire. Donc, on voit bien comment les réseaux sociaux agissent mal comme prothèse d'identité. C'est simple ça. Et ça, c'est très mauvais ça. J'ai une vie qui est escalée. Après, là, je tourne avec des ministres aussi en ce moment. Vous avez bientôt. Comment vous savez? Là, je fais tout. C'est vrai? Ouais. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et puis, comme je suis justement à... Mais pourquoi vous faites ça? Parce que ça a un intérêt pour... Pour moi, ça me rapporte rien à part une culture, une certaine culture. Moi, j'étais en rupture politique. Parce qu'on n'est pas des sujets très intéressants, quoi, non? Ah, mais moi, vous me passionnez. Bon, bah. J'ai rencontré 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et je me suis retrouvée dans mon monde, dans le monde des influenceurs.
Pour moi, les personnalités politiques sont des influenceurs, mais totalement. Il y a les mêmes histoires, mais en fois 10 en plus. Ouais. Et il y a les mêmes histoires, il y a les mêmes personnalités, donc des personnalités très différentes, mais qui à la fois dégagent beaucoup de choses et ont des failles et des fissures humaines que les gens méritent de voir. En fait, c'est ça qui me... En fait, je trouve que vous êtes des gens, on vous voit, enfin même vous, on a l'impression que vous êtes hyper froid, hyper, on dirait pas accessible. Et en fait, je suis sûre qu'au fond, moi aujourd'hui, je vais trouver un truc d'humain. Donc j'espère. voilà. Moi, je suis pas journaliste, mais j'assume totalement. Et je pense que les gens ont besoin d'une introduction aujourd'hui entre le journaliste politique, différente, bien voilà, sûr. et vous, parce qu'on les comprend pas. C'est même les journalistes politiques, on les comprend pas. Moi, je comprends rien une interview politique. Ouais. Bah, nous aussi, des fois. C'est vrai. Et vous êtes originaire de Nice, Ouais, c'est je suis ça? originaire de Nice. Vous êtes né ici? Je suis né à Nice. Donc c'est important pour vous. Bah, c'est ma ville. À la fois du côté de mon père, il est niçois, ma mère est originaire d'un village du Haut-Pays, Saint-Martin-les-Ubis. Je connais. Donc j'ai double racine, D'accord. mer et montagne. Enfin, ce qui est le cas de beaucoup de Niçois, parce Oui. que toutes les familles niçoises, en tout cas beaucoup de familles niçoises anciennes, ont des origines dans le Haut-Pays, dans les vallées du Haut-Pays. Donc il y a un lien, une irrigation, enfin, nos rivières vers Nice. Et il y a eu des populations qui ont souvent un pied dans nos villages et un autre à Nice. Ouais, c'est vrai. Et ils faisaient quoi vos parents? Mon père était commerçant à Nice, était quincaillier, Ah ouais. boulevard Jean Jaurès. D'accord. On pourra y passer si vous voulez. Ouais, j'aime bien, carrément. Donc vous êtes d'une famille plutôt Modeste. modeste, Voilà, artisan. Voilà, exactement, artisan, commerçant. Ma mère est institutrice. D'accord. D'où cette rigueur aussi que vous avez. Ça je sais pas, mais Petit bon, peu. c'est vrai qu'en tout cas, j'ai mesuré très vite l'importance du travail. Ça vous est venu Surtout, quand l'idée de faire de la politique? L'envie de faire de la politique? Très très jeune, très jeune. Ah ouais? Même presque enfant. Ah bon? Adolescent en tout cas. Ah ouais? Ouais. Vous voyez un jour député comme ça? Chef Oui, de parti? oui. Ah ouais? C'est mon objectif. Ah, depuis ado? Ouais. Incroyable. Vous êtes fier aujourd'hui de vous? Oh non, ça non. Pourquoi non? Je suis jamais totalement satisfait de ce qu'on fait. Je suis exigeant avec moi-même et je suis, c'est peut-être une difficulté, mais je suis très très autocritique sur ce qui est fait souvent. Vous êtes insatisfait? En partie, en tout cas, je souhaite améliorer toujours les choses. Ouais. Je me suis toujours fixé des défis ou des objectifs. Candidat à la mairie de Nice? En tout cas, j'y réfléchis fortement, parce que si je vous le dis aujourd'hui, ça fait l'annonce de candidature. Non, vous y êtes. Vous me faites l'annonce, je le sais. Je l'ai compris. Moi, je suis originaire de Nice. Enfin, je suis originaire de Nice. En vrai, j'ai grandi à Saint-Tropez. Je me suis mariée avec un Antibois. Mes filles sont scolarisées à Nice depuis qu'elles sont petites. Donc, je connais très bien ce coin. J'y habite. Enfin, j'y ai habité. Vous étiez très, 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 très copains avec Estrosi. Oui. Et aujourd'hui, c'est la cata. La dernière fois, j'ai vu une interview. Il arrivait même pas à dire votre nom. Oui. L'individu, le personnage, Il y a etc. trop de mémoire. Ok, ça tac. Ça se clash. J'adore les clashs des politiques, mais c'est toujours très violent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous le souteniez même avant. Oui, j'ai eu un long parcours avec lui. Ouais. Et puis on s'est séparés vraiment en 2017, quand lui a changé de famille politique. Il a soutenu Emmanuel Macron. Moi, je suis resté fidèle à François Fillon pendant la campagne de 2017. Il a totalement basculé, changé de parti. C'est ce que lui reproche d'ailleurs beaucoup de Niçois aujourd'hui, de D'accord. forme de nomadisme politique, enfin, de girouette. Vous êtes senti trahi du coup? Il y a eu une rupture, puis il y a eu une rupture de confiance. Il n'y a pas eu d'histoire entre vous perso? Non, il n'y a pas eu de... Vous pouvez tout nous dire. Hein. On dira rien. Il y a eu un éloignement progressif et puis des collaborateurs qui sont arrivés, qui ont accentué les différences des collaborateurs parisiens, qui conduiront d'ailleurs Estrosi à sa perte, mais ça c'est son problème. C'est quand les prochaines élections à Nice là? Dans un an. Ah, dans un an? Oui. Et alors c'est quand vous devez officiellement annoncer votre candidature, à part dans ce van maintenant là?
C'est le dépôt de candidature, il est un mois avant l'élection. Un mois avant? Non, mais Non, faut faire campagne quand même. la campagne... Enfin, vous faites campagne. J'ai envie de dire, vous êtes une rockstar un peu à Nice quand même déjà. Ça, je sais pas, mais en tout cas, je suis présent à Nice et les Niçois savent. Ils vous connaissent. Je suis député de Nice. Alors là, du coup, on va sur le marché, c'est ça? On va sur le marché de la Libération, D'accord. quartier de la Libération. On y va? On y va. Je vous suis. Je vais être votre pot de colle aujourd'hui. Monsieur Ciotti, on vous voit partout, à la télévision, sur le marché de Nice. Vous allez bien? Ça va? Bonjour. Ça va. Vous allez bien? En forme? Tout va bien? Salut Bernard, ça va? Très bien. Tout va bien? Bonjour, enchanté. Bernard Chex, qui est député de... Un des 3 députés de Nice dont On je a vous la parlais. chance d'avoir un autre député alors aujourd'hui. Et qui est on est dans sa circonscription. Enchanté. Voilà. Bougez pas. Comment ça va? Vous allez bien? Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Heureux de vous voir. Merci. Bonjour monsieur. Vous allez bien? monsieur. Ça va et vous? Vous allez bien? En forme? Ça va. Le plaisir de vous voir. Merci. Merci. Vous trouvez qu'il y a assez de jeunes aujourd'hui autour de Monsieur Ciotti? Il y en a de plus en plus. De plus en plus, d'accord. De plus en plus qui se mobilisent, mais beaucoup de gens rejoignent de plus en plus. D'accord. La réalité, c'est que moi, mes ancêtres, quand ils sont venus en France, parce que je fais partie de ces Français issus d'ailleurs, Oui. ils sont venus en France parce qu'ils étaient obligés. Ils ont fui la mort. Maintenant, c'est plus la même immigration. Comment ça va? Bien et vous? de vous voir. Très heureux. Vous êtes le plus bien aimable sur notre Côte d'Azur. Merci. Notre ville là. Merci. Monsieur Ciotti, à Nice, il y a eu les attentats qu'on connaît. Oui. Nice est vraiment traumatisé de tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ici. En France, la sécurité, ça devient compliqué. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour arranger tout ça? Ce qui manque, c'est plus d'autorité, plus de sanctions, plus de dissuasion par des peines qui soient appliquées, plus de places de prison, une éducation aussi qui transmette les vraies valeurs. À l'école, du coup, aussi? À l'école. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont plus de repères, n'ont plus de cadre. Il y a des difficultés familiales, mais l'école aujourd'hui joue moins son rôle qu'avant. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est faire en sorte que chaque délit fasse l'objet d'une sanction rapide, immédiate et exécutée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On voit bien qu'avant qu'il y ait une peine de prison ferme, sur des faits très très graves de trafic de drogue, de vol avec violence, il faut attendre des fois 10, 15 condamnations, c'est pas supportable. En prison, un quart des détenus sont étrangers, un quart. On voit bien les liens entre immigration et délinquance. Donc quand on accueille chaque année 500 000 personnes à minima, ce qui est l'équivalent, ce qui est plus que la ville de Nice, qui est l'équivalent de la ville de Toulouse, chaque année depuis 4-5 ans, en tout cas depuis l'élection de M. Hollande, à ce rythme, eh bien forcément ça nourrit aussi et ça participe au réseau de délinquance. Les gens qui vous regardent disent souvent, ok, c'est tout le temps l'immigration, est-ce qu'il n'y a pas une forme de racisme derrière tout ça, etc. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là qui pensent que vous êtes... Moi je vois beaucoup ici comme ailleurs de personnes issues de l'immigration qui attendent de l'ordre, qui se sont bien intégrés, qui travaillent et qui refusent qu'on laisse rentrer n'importe qui, qu'on laisse nos frontières béantes, ce qui nuit à leur intégration dans la société française. Il y a des gens issus de l'immigration qui bossent, qui travaillent, qui aiment la France. Et puis, il y a des gens qui arrivent, qui ne respectent rien, qui veulent imposer leurs règles, leur culture, leur mode de vie. C'est ça qui choque, qui ne travaillent pas. Ils viennent souvent, les élus, sur le marché comme ça, vous rencontrez? Oui, ils viennent. Ouais. Vous êtes content quand il vient? Oui, je suis content. Ça fait toujours plaisir, on voit qu'on est considéré. Il vous représente bien, Monsieur Ciotti? Oui. Ouais. Oui, il nous représente bien, je pense. J'ai l'impression que les Niçois l'adorent. Il est très populaire à Nice. Ouais, voilà, c'est ça. Hein.
les députés, vous êtes tous à l'Assemblée nationale. Oui. Bon, vous êtes dans votre parti, vous êtes du même parti que M. Ciotti. Hein. Et du coup, vous vous soutenez entre vous comme ça quand vous faites des balades sur le terrain, etc. Vous êtes tout le temps ensemble? Alors là, c'est une évidence parce qu'on est à Nice. Ouais. Donc à Nice, il y a 3 circonscriptions. Oui. Et les 3 ont été gagnés par notre groupe. Ouais. Et par les alliés d'Éric Ciotti. Donc effectivement, quand on fait des sorties, on aime bien être tous ensemble. Ouais. C'est très sympa, puis vous avez vu l'accueil que l'on a. Ouais, c'est vrai, vous avez... L'accueil qu'il a, ouais. C'est très sympa. Et vous échangez du coup sur les attentes des gens parce que... Bien sûr, il y a de fortes attentes ouais. locales, ouais. mais également nationales, sur la fiscalité notamment. On est souvent interpellé sur des propositions que nous pourrions faire et ça sera le cas mardi prochain avec le colloque. Il y a un problème de pouvoir d'achat aussi, j'ai l'impression. Ah oui, enfin, j'ai l'impression, on le sait tous, mais... Il y a un gros problème de pouvoir d'achat. Ça fait longtemps que les Français sont victimes d'un pays qui ne fait qu'augmenter les impôts, les prélèvements, et qui ne sait pas réduire ses dépenses. Donc c'est les Français qui au final paient des factures d'électricité beaucoup trop élevées du fait des erreurs sur le nucléaire, qui paient des taxes de plus en plus élevées, notamment à Nice, ouais. Parce que les impôts ont doublé en 5 ans à Nice, les impôts locaux ont doublé en 5 ans, ce qui est considérable. Bah oui. Et puis il y a aussi une inquiétude liée au contexte international, il y a beaucoup d'entreprises qui sont défaillantes, oui. On a une crise de l'immobilier, du logement, donc tout ça. Et là on a vu beaucoup de retraités. Beaucoup de retraités sont en situation difficile. C'est ça, c'est qu'eux, ils ne peuvent même pas aller travailler pour essayer de gagner plus, faire des heures sup, enfin ils ont que ce qu'ils ont. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là si un jour vous prenez par hasard la mairie de Nice, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ces retraités? Alors, on s'est battu pour les retraités. Le fait qu'on ait censuré le budget à l'automne dernier a permis de continuer à indexer les retraites. D'accord. Le gouvernement voulait désindexer les retraites, souvent des petites retraites, notamment des pensions de reversion. De veuves, il y a beaucoup de femmes seules ici qui sont veuves, qui ont 500-600 euros, peut-être une fois, si elles sont propriétaires, elles s'en sortent de façon limite. Si elles ne sont pas propriétaires, c'est la catastrophe, elles n'arrivent pas. On ne peut pas vivre avec des pensions 500, 600 euros. Donc l'année, quand j'avais négocié avec le précédent gouvernement la réforme des retraites, que je soutenais parce que je pense que globalement il faut travailler un peu plus sur la durée de la vie si on veut maintenir le niveau de retraite. Mais on avait obtenu, et j'avais obtenu personnellement, qu'on augmente les toutes petites retraites. Alors c'est quelques dizaines d'euros. Mais ça se ressent sur... Il faut augmenter les petites retraites. Un garage. Loumès Fezaki. Toujours. Ça va, ça va. C'est la forme. Ouais. Bon, la retraite, jamais, hein. J'y suis, moi. J'ai 87 ans, moi. Ça n'existe pas. Que la retraite. Et vous venez tous les matins, hein? Eh ouais. Et à 5 heures. À 5 heures, extraordinaire. Mais je me plains pas, je suis content, moi, de mon sort. Vieille ancienne enseigne niçoise. Et de la montagne. Magnifique. Oui, comme je vous le disais. C'est très important, les vallées. C'est très... ça tient vraiment à cœur, j'ai l'impression, aux Niçois, aux gens d'ici. Mon père, il est né à Thierry. Pour venir travailler, il est descendu à pied. Maintenant, même plus en car, ils descendent. Même pas en taxi pour travailler. Ils sont un peu feignants, alors? Vous voyez le résultat de la France où elle est. Il ne faut pas être trop instruit pour comprendre ça. Si vous ne créez pas de la richesse, vous ne pouvez pas en distribuer. C'est ça, tout est dit. C'est vrai, hein? Ça vaut tous les livres d'économie. Si on ne produit pas, on ne peut pas distribuer. C'est vrai. Si on ne produit pas la richesse, on ne peut pas la distribuer. C'est vrai, à la classe. Alors là, j'ai le privilège. C'est important pour vous, en tant que politique, d'être sur les réseaux aujourd'hui? Oui, c'est indispensable. La presse a beaucoup moins d'influence qu'avant. Donc il y a ce lien direct. Quelque part, c'est mieux parce que ce lien direct, il est... Avec Monsieur Tout-le-Monde aussi. Il est sans filtre. Voilà, c'est ça. Il y a des influenceurs, des noms qui vous parlent? Il faudrait demander à ma fille. Parce qu'elle est... c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut être influenceuse? Ouais. Ah ouais? Laquelle? La grande? Celle qui a 15 ans. Elle est fan de qui? GSC Family.
Vous les connaissez? C'est Jazz. Ouais. Elle s'appelle Jazz. Jazz, voilà, c'est ça. Elle est niçoise, effectivement. Enfin, elle est née à Londres. Et Corée, non, c'est pas là. Y a pas... Exactement. Jasmine. Ah, bravo. Ouais. Ah là là. Ah bah ça va lui faire plaisir à Jazz. En fait, les hommes politiques, on vous voit vraiment très ailleurs. Alors qu'en fait, vous êtes très ici. Et oui, c'est vrai que Jazz, elle est de Nice. On a commencé ensemble. Eh oui. C'était ma première influenceuse dans mon agence. C'était la toute première. On a démarré à Nice, à côté de la Jean Médecin. Et on s'est rencontrés comme ça. Voilà, elle sortait des anges. Et elle a grandi. Elle est devenue grande maintenant. Qu'est-ce que vous avez comme vision? Vous pensez quoi des influenceurs aujourd'hui? C'est un monde que je connais pas. Mais bon, c'est un métier... donc j'en comprends pas forcément tous les codes. Mais j'en ai la vision par ma fille qui est fascinée par tout ça. Et c'est forcément dans l'air du temps. Il faut s'y adapter, quoi. Les influenceurs qui gagnent et qui ont gagné énormément d'argent, beaucoup sont partis à Dubaï et d'autres, là il y en a beaucoup qui vont à Bali aussi pour des raisons certainement fiscales, pour aussi des raisons de sécurité. Il y a quand même un vrai problème d'insécurité en France aussi. On a tendance à dire c'est que les impôts, mais je pense vraiment pas que pour l'avoir vécu. Il y a trop d'insécurité, trop d'impôts. Donc vous comprenez ces gens qui partent? Il y a beaucoup de gens qui partent en ce moment, de plus en plus. Et vous leur dites quoi à ces gens-là? Je leur dis de rester, mais il faut que le pays change. Je pense sur les influenceurs ou sur le reste, vouloir tout le temps tout réglementer. Moi, je suis pour qu'on puisse contrôler a posteriori. S'il y a des gens qui dérapent, qui déconnent, il faut qu'ils soient sanctionnés. Mais s'ils franchissent une ligne rouge, s'ils racontent des propos erronés, je parle des influenceurs, oui. Mais après, par principe, je suis pour la liberté. Là, ce qui se passe sur la condamnation de Marine Le Pen, par exemple, sa peine d'éligibilité, on vous êtes exprimé déjà dessus. Moi, je trouve que c'est une très grave dérive démocratique. Au-delà de la condamnation, avant justement qu'il y ait une condamnation ou pas définitive, ce qu'on ne sait pas, puisque chaque citoyen a la capacité d'avoir un procès équitable. Et dans un procès équitable, il y a au moins une juridiction d'appel. Là, le fait que Marine Le Pen, alors qu'elle va faire appel de cette décision qui est très lourde, quasiment aucun trafiquant de drogue ne prend aujourd'hui 4 ans de prison. Ouais. Des personnes qui agressent des vieilles dames, qui leur dérobent leur collier, comme malheureusement on en a eu beaucoup à Nice, c'est assez rare qu'ils prennent 4 ans ferme. Pour une histoire d'assistant parlementaire, pour savoir s'il travaillait pour le parti ou pour le Parlement, alors que c'est la même personne, et que donc la frontière elle est assez fragile, 4 ans ferme. Il y a une circonstance aggravante parce que c'est Marine Le Pen. Ce que je constate, c'est que dans la motivation du jugement, il y a des considérants politiques. Quand on colle à Marine Le Pen l'exécution provisoire, ça veut dire quoi l'exécution provisoire? Ça veut dire qu'avant d'aller au bout de toutes les procédures d'appel, elle ne peut plus se présenter à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que si demain elle gagne, elle est innocentée après la présidentielle, oui. Et elle n'aura pas pu se présenter avant. C'est un scandale démocratique. Et j'ai posé une question qui a été d'ailleurs très largement diffusée dans les réseaux. Est-ce que nous sommes toujours en démocratie? Les femmes politiques qui disent oui, mais elle a une condamnation, elle doit l'exécuter comme tout le monde, puisque c'était la première à dire qu'il fallait justement exécuter si elle est condamnée, on le saura qu'à la fin de la procédure. Donc aujourd'hui, il y a un principe fondamental du droit, c'est la présomption d'innocence. Pour moi, Marine Le Pen, elle est innocente et on ne peut pas, tant que sa culpabilité ne serait pas définitive, l'empêcher de se présenter. C'est une abomination démocratique, c'est un scandale démocratique. Ça nous interroge sur la vitalité de notre démocratie. 2017 Fillon, la fermeture d'une chaîne populaire comme C8 parce qu'elle ne plaît pas. Maintenant, Marine Le Pen qui est quand même plébiscitée dans tous les sondages et donnée gagnante à la présidentielle qui ne pourrait pas se présenter. Est-ce que c'est une affaire d'une extrême gravité? J'ai vu justement qu'il y avait une enquête en cours contre vous pour... Alors moi je suis spécialiste des enquêtes en cours, hein. Vous inquiétez pas, mais il y a une enquête en cours pour une place de parking. Oui, ça mais comment c'est possible aujourd'hui qu'en France, c'est-à-dire que moi je suis pas là pour faire pour dire voilà je suis de telle partie, pas du tout parce que c'est pas du tout le sujet. Mais j'aimerais comprendre comment aujourd'hui en France on peut ouvrir une enquête contre une personne pour une place de parking. Il n'y a pas d'autre priorité en France? Il faut poser la question à ceux qui l'ont fait. Bon, ça fait partie des attaques liées au contexte local de mes adversaires, mais bon, voilà, j'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus, mais vous posez une question
vos réponses. Tout à l'heure, on m'avait demandé pourquoi je m'étais lancée dans ces interviews politiques. Alors, je voudrais savoir maintenant pourquoi vous avez accepté cette interview. Parce que vous avez été très insistante. Je vous ai harcelé, c'est vrai. Je vous ai envoyé, je crois, 50 messages WhatsApp, c'est vrai. Ah, j'ai trouvé... Ah ben non, mais c'est vous qui m'avez... Quand je vous ai rencontré à l'Assemblée nationale... Non, je peux raconter l'anecdote ou pas? Je viens du Sud, donc je connais forcément Monsieur Ciotti. Je l'ai vu dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il sortait des toilettes, je ne l'ai pas lâché. C'est vrai. C'est vrai. Je ne vous ai pas lâché. C'était drôle. Alors, Éric Ciotti, là, on est... C'est comment ça s'appelle ici? Robe à capeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le chapeau qui est volé. Comme mes cheveux. Comme aujourd'hui avec le vent, les miens ils volent beaucoup moins. Ça va, vous êtes tranquille. Voilà, c'est le lieu où il y a le plus de vent, mais c'est le lieu aussi un peu emblématique de la ville entre l'entrée de la promenade des Anglais et le port. Et alors là, vous êtes, on est chez vous, c'est vraiment, voilà, vous êtes un Niçois à l'état pur. Vous avez trois filles comme moi. Vous avez divorcé comme moi. Oui. On a un peu la même histoire tous les deux. Comment vous définissez en tant que père? Papa poule, papa... Oui, je suis très attaché à mes filles. C'est ce qu'on a d'essentiel. C'est un amour infini et ce sont mes merveilles. C'est vos merveilles? Hein? Elles ont, vous m'avez dit, 10 ans, 15 ans? 10, 15 et 34. C'est la même maman? Non. Ah, vous avez deux mamans différentes? Oui. Vous avez divorcé 2 fois alors? Oui. Ah, attention, hein. Ça court, ça court. Il y a une 3e en cours ou pas? Non. Non, ça y est? S'il y a une 3e chérie? Ah non, non. Même pas? Et comment ça se passe? Parce que je crois que votre ex-femme, donc la maman de vos 2 dernières filles, était aussi votre... On a travaillé ensemble. Voilà, elle travaillait avec vous dans votre... Elle était assistante parlementaire, c'est ça? Elle a été, entre autres, à un moment, elle a travaillé avec moi, oui, à l'Assemblée. Et c'était dur de travailler ensemble comme ça? Oui, c'est à la fois, quand on fait la politique, c'est très contraignant, c'est très dévorant sur la vie de famille. Oui, bien sûr. Parce que ma famille a été attaquée, on a attaqué la mère de mes enfants, on a attaqué la situation de ma mère qui est paraplégique, on est allé la chercher, son dossier médical volé à l'hôpital, enfin tout ça, c'est les caniveaux de la politique. Comment vos filles, elles vivent tout ça? Aujourd'hui, quand elles sont dans la rue, est-ce qu'elles disent qu'elles sont vos filles, elles l'assument ou elles préfèrent vivre un peu cachées? Parce qu'on a eu des politiques, moi j'étais avec des députés sans citer leur nom, qui ne voulaient pas qu'on parle de leurs enfants, qui ne voulaient pas les montrer, etc. Comment vous vivez tout ça, vous? Non, elle l'assume totalement, mais voilà, quelquefois il y a des remarques, il y a... je sais que la petite, elle était dernière en colonie de vacances. Bon, elle a eu des remarques stupides, quoi. Genre par rapport à mes choix politiques. Ah, ton père, c'est l'ami de Marine Le Pen. Enfin, voilà, bon c'est des signes d'idiotie, mais ça peut blesser ça peut blesser les enfants. Mais voilà, j'essaie de les préserver et ça, c'est important. Je déteste ceux qui utilisent, qui mettent en valeur ou dans une stratégie comme leurs enfants. Voilà, moi, je veux les préserver, tout ça. Est-ce que vous êtes quand même autoritaire? Parce qu'on vous voit très droit, très... Là, on casse un peu les codes aujourd'hui, hein, j'avoue. Hein. Là, on vous voit un peu... Mais est-ce que avec vos enfants, vous êtes très cool ou très autoritaire? Ouais, j'aimerais quelquefois être plus autoritaire, mais souvent ma fille rigole parce que j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Autorité. Ouais. Et celle qui a 15 ans, qui est la plus rebelle, souvent me dit « Ah, c'est toi qui as écrit le livre Autorité » en rigolant. Voilà. Parce que t'as un petit chamallow. Donc il y a un petit décalage entre ce que j'ai écrit et ce qui se passe. En fait, est-ce qu'à un moment donné, vous allez arrêter tout ça ou c'est un combat de toute une vie? Moi, j'ai envie d'aller au bout de ces idées, j'ai envie d'aller au bout de ce combat pour une ville, parce que les Niçois l'attendent, les électeurs l'attendent et je ne trahirai pas leur confiance. Et puis j'ai envie de participer à une vraie alternance pour la France, donc je pense que mon travail est loin d'être fini. Vous avez été trahi par beaucoup de votre entourage, de votre cabinet. Comment vous vivez ces trahisons à répétition?
Oh, bah Ça fait partie de la vie politique, ça? Ça fait aussi partie de la vie politique. Vous savez, moi j'ai la chance d'avoir des collaborateurs avec lesquels je travaille depuis plus de 20 ans, quelquefois, voilà, qui m'ont jamais quitté. Puis après, il y a des mercenaires de la politique qui passent, qui reviennent, qui vont ailleurs. Bon, c'est à la fois la nature humaine, mais la politique, c'est la vie avec une loupe grossissante. Donc elle grossit ce qui est positif, mais elle grossit aussi ce qu'il y a de très négatif. Si demain, l'un de vos enfants, l'une de vos filles vous disait « Papa, je veux aller dans la politique moi aussi, je veux me lancer », vous lui déconseilleriez ou vous lui direz « Ok, vas-y ma fille ». Je lui déconseillerais plutôt. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que je ne souhaiterais pas qu'elle vive les contraintes de cette vie politique qui est de plus en plus dure, qui est aussi soumise aujourd'hui au regard et à la caricature des réseaux sociaux, ouais. Qui est soumise à une forme de voyeurisme. Il y a aujourd'hui 66 millions de caméras permanentes avec les portables. Ouais. C'est pas et qui en quelques secondes peuvent se transformer en une immense caisse de diffusion sur les réseaux sociaux. Donc chacun peut porter. Et ça a introduit une vie politique différente. Voilà. Ouais. Qui aurait pu imaginer que la double vie de François Mitterrand pourrait être dissimulée plus d'une journée aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'était il n'y a pas très longtemps, hein, c'était il y a une quarantaine d'années, donc les codes ils ont complètement changé. Mais voilà, je redis, c'est un monde qui est souvent très dur et très violent. Ils sont fiers de vous, vos parents? Ils ont quel âge aujourd'hui? Ma mère aura 80 ans cette année, mon père a 85 ans. Ah, ça va. Ouais. Ils sont encore... Voilà. Et ils sont fiers de vous? Ils vous disent quoi, vos parents, sur votre vie politique aujourd'hui? Vous en parlez avec eux? Malheureusement, ma maman est plongée dans un mutisme puisqu'elle a fait un AVC maintenant, il y a 22 ans cette année. Donc elle est paraplégique, elle est aphasique, elle est sur un lit de souffrance. Mon père suit l'actualité, il est assez fier de... Il est à la fois fier et quelquefois inquiet quand il lit le journal chaque matin. Et il me parle de mes amis. C'est vrai? Il me dit « Fais attention ». Ah oui? Voilà. Il vous conseille? Il est fier de votre parti? Oui, ça, on est une famille qui a toujours été en phase idéologiquement. Je suis issu d'une famille gaulliste. Si je me suis engagé en politique, c'est aussi parce que j'avais un oncle qui était élu et qu'enfant, il m'amenait dans les réunions au conseil municipal de mon village de Saint-Martin-Vésubis. C'est sans doute ça qui m'a donné l'appétence ou l'envie de m'engager. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le RN, c'est l'extrême droite ou c'est un parti de droite? Qu'est-ce que ça veut dire, l'extrême droite? Ça, c'est le langage de la gauche. C'est le langage de la gauche pour se maintenir au pouvoir. C'est des caricatures. Je ne vois rien aujourd'hui dans l'engagement de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen d'extrême, si ce n'est être extrêmement attaché à la France. Et s'il y avait encore Jean-Marie Le Pen à la tête du RN, vous y serez allé aussi? Bien sûr que non, mais qui peut contester cette évolution? Ce qu'a fait Marine Le Pen pour faire changer ce parti, elle est allée jusqu'à exclure son propre père. Quel acte est plus fort peut-être posé? Elle est allée jusqu'à exclure son propre père. Elle l'a dit quand il est mort, c'était un déchirement personnel, on peut le comprendre, parce qu'au-delà de la politique, il y a un lien familial, donc elle a fait cette rupture. Et comment on peut ne pas le voir? Comment on ne peut pas voir qu'il y a eu cette évolution? Les Français l'ont vu.
parce que les Français ils sont plus intelligents et ils sont plus indépendants et ils sont moins sous influence que les commentateurs. Donc là, on est arrivé au boulevard Jean Jaurès. Donc c'est votre enfance. C'est là où vous avez grandi. Vous me montrez? Oui. Faites visiter. On y va. Comment ça va? Ça me plaît. Ah, super. Alors elle était où cette quincaillerie? Elle est encore plus loin ou elle était vers ici? Un peu plus loin. Et quand vous venez, il y a une boulangerie aujourd'hui. Ah, il y a une boulangerie à la place? Oui. Et ça vous arrive de venir vous balader, vous ressourcer un petit peu? Ah oui, j'y viens fréquemment ici. Ouais. En plus, c'est le cœur de ma circonscription. Donc, puis c'est un lieu emblématique, c'est un lieu que j'aime. On est dans le Vieux-Nice, c'est là où il y a nos racines. Alors c'est un quartier qui s'est beaucoup modifié, mais c'est un quartier qui garde sa force. Bonjour. Ça va? J'aime bien. Elle n'y est pas? Elle n'y est pas. Voilà, c'était ici. Ah, c'était là la quincaillerie? Oui, voilà. D'accord. Et Oui, c'est vrai. Incroyable. on rentrait par là. Et là, c'est Multari alors? Oui. Mais Multari, c'est une enseigne à Nice qui fait partie du paysage. Oui. Ah, Voilà. c'est Multari. Oui, oui, oui. Très bien, ils font des fiadones. Moi, quand j'étais quand j'habitais ici, je mangeais des c'est fiadones en de Corse, Multari. Multari. C'était très bon, je me régalais. Mais c'était Incroyable. beaucoup plus grand, ça allait au fond. Oui, parce qu'ils ont... On peut y aller? C'est vrai? On y va? Je ne sais pas jusqu'où ça va, mais... Bonjour. Bonjour. Parce qu'il y a en bas aussi. Vous allez bien? Et vous, ça va? Voilà, faut pas trop faire attention. Ouais. Ça Non. va? Et vous? Très bien. Ah oui, c'était une grande quincaillerie alors. Ah oui, oui, puis il y avait une immense salle au-dessus. Ah bon? Oui. Ça vous fait quoi d'être là? Ouais, c'est de l'émotion parce C'est que vrai? J'étais gamin quand on était ici. Vous restiez tout le temps ici? Bon, pas tout le temps, mais je venais le mercredi notamment. Ouais. Après l'école? Après l'école, ouais. Quand il n'y avait pas l'école, le mercredi. Et vous n'avez pas souhaité... La quincaillerie s'est arrêtée à vous, entre guillemets, puisque c'est de père en fils Oui, oui, dans oui. votre famille. Oui. Oui, c'est Multari, bien sûr, c'est très connu, Multari. Quel est le moment de votre vie politique que vous êtes le plus fier? Oh, il y a des moments, mais d'abord c'est l'élection. Toutes les élections ont été belles, toutes avec leur espoir, leurs difficultés, mais il y a il y a à la fois l'élection dans mon canton de Saint-Martin-Vésubie. En décembre 2008, il y avait beaucoup de neige, un canton de montagne, parce que c'était un peu mon berceau familial. Et puis les victoires dans ma circonscription, la première fois où j'ai été élu, et chaque victoire est importante et belle. Quel est aujourd'hui le caractère d'Éric Ciotti qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce que vous ne laissez jamais transpercer? Difficile à dire. Alors là, on va à l'espace Olympia. D'accord. Qui est un espace culturel du conseil départemental, du département, parce que Nice, c'est aussi la Côte d'Azur. Bah oui. C'est d'abord une terre de culture. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Bien? Ouais. Très bien. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Voilà, il y a la soque. C'est la vie, ça. Spécialité niçoise. C'est la vie. J'en veux, je veux qu'on en mange. Direction Paris au siège de l'UDR, le nouveau parti lancé par Éric Ciotti en août l'année dernière. Petit détail qui n'en est pas un, ces bureaux sont situés juste à côté de celui des Républicains. Alors est-ce que c'est un petit clin d'œil ou est-ce que c'est un message? Pourquoi ce choix? Quelle est la stratégie? Comment l'UDR compte-t-il s'imposer dans le paysage politique? Éric Ciotti nous dira tout. C'est parti, direction Paris.
Bonjour Monsieur le député, Bonjour. merci de nous recevoir dans votre superbe bureau à Paris. Du coup, on est juste en face de l'Assemblée nationale. C'est un lieu stratégique, place du Palais Bourbon. Ouais, voilà, vous êtes au centre de En la face politique l'Assemblée. française. De l'autre côté, il y a mon bureau de président de groupe à l'Assemblée. D'accord. Ah, vous avez 2 bureaux? Oui, là on est au siège du parti, de D'accord. l'UDR, et à l'Assemblée, il y a les bureaux du groupe qui rassemblent nos députés. Et vous préférez lequel? Oh, celui-là, je viens plus fréquemment, je trouve Ouais. qu'il est sympa, puis il Voilà, vous est, avez il une est belle chargé de symboles. Valérie Pécresse a fermement condamné votre proposition d'alliance avec le Rassemblement national, déclarant que tout ne s'achète pas. Comment répondez-vous à cette critique? Valérie Pécresse, elle est quelque part un peu le fossoyeur des Républicains. Elle nous a donné un résultat humiliant à l'élection présidentielle, 4,7%. Quand j'ai pris le parti LR, au lendemain, n'était même pas un désastre, c'était une humiliation. C'était extrêmement difficile de reconstruire après une telle défaite. Donc je crois qu'elle est assez mal placée pour donner des leçons. Moi je serais elle, je me serais caché dans un petit trou de souris et j'en serais plus jamais sorti. Mais bon, c'est pas, le culot qui lui manque. Après votre exclusion du coup des Républicains, vous avez fondé UDR. Ça veut dire quoi UDR? Ça veut dire Union des droites pour la République, D'accord. littéralement, mais UDR c'est le parti du général de Gaulle, celui qu'il a fondé en 1967. Et finalement, c'est ma double filiation. J'ai estimé qu'il y avait urgence, quasiment une urgence vitale pour le pays, et que le moment était venu de s'allier avec tous ceux qui avaient finalement comme lien commun l'amour de la France. C'est pour ça que j'ai souhaité cette alliance avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella. Ça ne veut pas dire qu'on est pareil, ça ne veut pas dire je n'ai pas adhéré au Rassemblement national, je n'ai pas rejoint le Rassemblement national, mais j'ai estimé que ceux qui nous rapprochaient étaient plus importants que ceux qui nous distinguaient ou nous séparaient, et qu'il fallait s'unir dans un moment de danger pour le pays. C'est ce qui a conduit mon engagement. Et donc voilà, cette UDR, c'est 2 filiations, une filiation gaulliste et une volonté de casser ce politiquement correct, de s'attaquer à ce système immobile, impuissant, soit en même temps qui avait conduit au déclin de la France et qu'il fallait pour cela s'unir. En installant le siège de l'UDR aux 11 places du Palais Bourbon, vous êtes donc juste en face de l'Assemblée nationale, mais aussi juste en face de celui des Républicains, justement. C'est vraiment la porte en face. Quel message souhaitez-vous envoyer à votre ancien parti? C'est un peu le fruit du hasard ou de la chance. Oui. Il faut souvent de la chance aussi. C'est dingue d'avoir trouvé le bureau juste en C'est vrai qu'on a face. trouvé ce lieu, c'est une belle opportunité. Ça veut dire que c'est ici que ça se passe. D'ailleurs, le soir, c'est ici qu'il y a de la lumière. De l'autre côté, tout est éteint. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, jamais de lumière. D'accord. On le voit. Les jeunes semblent de plus en plus désintéressés par la politique. Quelles actions envisagez-vous pour les reconnecter avec les enjeux politiques actuels? D'abord, il y a l'UDR, il y a dans le cadre de l'alliance aussi avec le RN, beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de jeunes qu'il ne pouvait y avoir aux Républicains. Il faut dans un mouvement qu'il y ait ce sang neuf, qu'il y ait cette force, cette vitalité de la jeunesse. Donc on a un beau mouvement de jeunesse au sein de l'UDR, et au sein de l'Alliance, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de syndicats étudiants aussi, comme l'UNI notamment, ou la Cocarde, qui nous soutiennent et qui travaillent aussi dans les universités, dans les grandes écoles, à un moment où le wokisme marque son intolérance, quelquefois avec violence, qui nous rejoignent. Vous employez souvent le mot wokisme, justement. Ça veut dire quoi exactement ce mot? Littéralement, ça veut dire effacer, et donc effacer notre passé, nos origines, c'est tout relativiser, c'est culpabiliser ce que nous sommes, la France, son histoire. Il y a cette volonté, cette intolérance, le fait que tous les Français seraient d'horribles colonialistes, racistes. Et puis il y a cette vision de la société qui fait de tous les hommes des bourreaux, qui veut séparer dans un conflit permanent hommes et femmes. C'est tout cela, le wokisme. Emmanuel Macron a évoqué l'idée de réguler les réseaux sociaux, notamment en période de crise. Quelle est votre position sur cette proposition et sur la liberté d'expression en ligne? Moi, je crois que la liberté vaut toujours mieux que la régulation. Voilà.
qui régule, comment, jusqu'à quand. Bien sûr qu'il y a des excès, des outrances sur les réseaux sociaux, mais il faut toucher ça avec une extrême vigilance, avec la main qui tremble, parce que s'attaquer à la liberté, commencer à s'attaquer à la liberté, peut ouvrir un chemin dont on ne connaît pas le terme. Vous avez mentionné que du coup Nicolas Sarkozy était devenu le porte-parole d'Emmanuel Macron. Vous le pensez toujours? Moi, j'ai eu, quelle que soit l'affection que je peux porter à Nicolas Sarkozy, parce que j'ai combattu beaucoup avec lui, j'ai été son porte-parole en 2012, en 2016, mais j'ai une différence profonde avec lui sur la vision qu'il a portée sur le macronisme. Et je lui ai dit, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, et c'est vraiment une différence qui nous oppose, en tout cas qui nous sépare. Il a toujours souhaité une alliance avec Emmanuel Macron, il a toujours été très complaisant et quasiment en soutien avec Emmanuel Macron. Je pense que ce fut une grave erreur, parce que le bilan du macronisme, il apparaît chaque jour un peu plus en pleine lumière. C'est plus de dettes, plus de dépenses, plus d'impôts, plus d'immigration, plus d'insécurité, plus d'antisémitisme dans le pays, plus de communautarisme islamiste. Bon, moins d'influence internationale. On a été chassé de l'Afrique, plus personne ne nous écoute. On est devenu une puissance moyenne. Le président de la République n'est pas forcément pris au sérieux. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite, un jeune par exemple, qui aujourd'hui, ou une personne qui était en rupture politique, qui a envie de s'engager? Qu'est-ce que vous lui dites? Quel conseil donneriez-vous? De suivre ses convictions, de ne pas avoir peur, d'oser franchir le pas d'une permanence, de s'engager. Je crois que c'est important de s'engager aujourd'hui. Pas forcément facile, c'est pas forcément simple, mais on a besoin de convictions. Le pays ne peut pas se résigner à ce que chacun se replie sur soi et qu'il n'y ait plus de projet collectif, qu'il n'y ait plus d'ambition. Donc l'engagement de chacun, il va nourrir une espérance collective. Donc on a besoin de l'engagement individuel. Alors on passe aux réponses tac au tac. C'est du tac au tac, ça va vite, on n'étaye pas forcément. Vous préférez avoir une discussion politique avec Jean-Luc Mélenchon ou Sandrine Rousseau? Jean-Luc Mélenchon. Vous préférez assister à un meeting de François Hollande ou Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy. Vous préférez que le poste de Premier ministre soit occupé par Michel Barnier ou Gabriel Attal? Ni l'un ni l'autre. Ah carrément? Allez, un petit choix. Non, parce que les deux reposaient sur la même majorité macroniste et ça ne va pas. Vous préférez François Hollande ou Sarkozy en président? Sarkozy. Vous préférez que la France adopte une politique énergétique axée sur le nucléaire ou sur les énergies renouvelables? Nucléaire. Vous préférez que la France renforce ses liens avec l'Union européenne ou privilégie une politique plus souverainiste? Je suis européen, mais je suis pour une France indépendante. Je suis gaulliste, c'était la bonne ligne. France forte dans un projet européen. Vous préférez que la France adopte une politique migratoire plus ouverte ou plus restrictive? On ne peut plus continuer à ouvrir à tout vent nos frontières, donc naturellement plus restrictive. Vous préférez que la France investisse davantage dans la défense nationale ou dans les programmes sociaux? Défense nationale, parce que c'est vital. On ne peut pas avoir de programmes sociaux si on est plus libre et plus indépendant. Vous préférez un selfie avec Emmanuel Macron ou un dîner avec Éric Zemmour? Un dîner avec Zemmour. Vous préférez Trump ou Poutine? Trump. Vous préférez gouverner avec Jordan Bardella ou avec Marine Le Pen? Ah, question difficile avec les deux. Ah, carrément. Vous préférez être aimé par CNews ou par Quotidien? CNews. Vous préférez un like de Marion Maréchal Le Pen ou un retweet de Cyril Hanouna? Oh, j'aime bien un retweet de Cyril Hanouna. C'est puissant sur les réseaux. Il y a plus de followers. Vous préférez Mélenchon président ou Darmanin Premier ministre? S'il fallait choisir, un Darmanin Premier ministre. Et alors, j'ai une dernière question. Qui est pour vous le pire député de l'Assemblée nationale? Oh, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas me prononcer. Un ou deux? Je ne vais pas prononcer. Oh, il y en a beaucoup à rechercher dans les insoumis, mais enfin, je pense que Ercilia Soudé, ouais, je pense qu'elle doit être quand même
Dans le top 3. Et le meilleur député pour Le vous? meilleur, ils sont tous dans mon groupe, donc je ne vais pas faire de... Je vais pas faire de jaloux. Merci, Monsieur Ciotti, Monsieur le député, Monsieur le président de groupe, pour nous avoir ouvert les portes de votre parti, de votre bureau, à Nice, à Paris, de nous avoir fait rencontrer tous les gens qui vous suivent dans le Sud, parce que vous êtes très présent dans votre circonscription. Et merci pour votre sincérité, parce que vous ne nous avez pas du tout censuré. Vous avez laissé poser toutes les questions qu'on voulait, donc c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très sympa. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté une vision de la politique beaucoup plus sympathique, beaucoup plus fluide, qu'elle vous a réconcilié avec la politique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter cette vidéo.